Merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Nous sommes lundi 7 janvier 2019. Bienvenue tout de suite à les titres du journal. La marche prévue par les enseignants a bel et bien eu lieu ce lundi à Conakry. Sur le terrain, l'on pouvait constater des scènes d'affrontement entre les forces de l'ordre et les contestataires. Comme annoncé dans nos précédentes éditions, la décision du président de la République est rentrée en vigueur ce lundi même, exigeant aux membres de son gouvernement de communiquer sur les départements respectifs. Ces titres ainsi que d'autres vous seront développés dans un instant. Comme vous le savez, le président de la République avait ordonné aux membres de son gouvernement de communiquer sur leurs départements respectifs. Celui de l'énergie a procédé à cet exercice lundi lors d'un point de presse. Il a été question de mettre l'opinion au courant sur la problématique de l'énergie dans le pays. Kerno Falilou Diallo nous en dit davantage. Pour la première séance de communication gouvernementale instruite par le chef de l'État, c'est le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique qui s'est prêté à l'exercice. Tout d'abord, il a été question de faire l'historique des installations énergétiques du pays avant de faire une comparaison entre la Troisième République et celle précédente. Il est important de signaler qu'à l'avènement de son Excellence, professeur Alpha Condé, à la magistrature suprême de notre pays, sur l'ensemble des capacités installées en 2010, 235,15 MW, n'était disponible que 118 MW sur une demande d'environ 300 MW sur le réseau interconnecté de Conakry. À cette époque, 60% de la population de Conakry manquait d'électricité. Durant ces deux mandats du professeur Alpha Condé, plusieurs infrastructures énergétiques ont vu jour, dont les principales, Kaleta et Souapéti en cours d'exécution avec un volume d'1 milliard de mètres cubes d'eau. En termes de génie civil, le barrage est à 70% réalisé. L'objectif, je vais vous le donner, l'exclusivité, c'est d'atteindre la cote 170 mètres, c'est-à-dire la hauteur du barrage 170 mètres. Alors là, nous sommes à 167,4 mètres. En atteignant 170 mètres de hauteur du barrage, on peut stocker, à partir de la saison pluvieuse prochaine, 1 milliard de mètres cubes d'eau. Ce milliard de mètres cubes d'eau va nous permettre d'alimenter Kaleta, qui est en aval de Souapéti. Ainsi, on pourra améliorer le productible de Kaleta. Dans cette politique de desserte électrique, la capitale n'est pas la seule bénéficiaire. La production d'énergie, donc, est passée de 687 gigawattheures avant Kaleta à 1867, comme je l'ai dit tantôt. Mais ce qui est aussi important, le président de la République nous a instruit. Il ne faut pas alimenter seulement les villes. Il faut aussi que les populations à la base, parce que plus de 80% de nos populations vivent dans les zones rurales, donnez-leur l'électricité. C'est ainsi que 42 localités ont été électrifiées. En passant aujourd'hui, ceux qui quittent Mamou ou bien la Haute-Guinée, à partir de l'Insan, vous voyez les lampes alignées le long de toutes les routes. Malgré ces avancées, quelques difficultés ont émaillé le secteur énergétique guinéen, qui sont notamment... Ces faiblesses se résument en ceci. Le manque de capitaux propres pour la société publique EDG. Le déséquilibre entre les tarifs basse tension, moyenne tension, ceci est contre la logique économique. Mais le gouvernement guinéen le fait. Recours à des sources d'approvisionnement onéreuses pour compenser l'insuffisance de l'approvisionnement des centrales hydroélectriques. Dans cette rencontre, il a été strictement question d'énergie. Pour ce qui est du domaine de l'hydraulique, une autre séance sera programmée à cet effet. Politique dans ce journal, depuis que la composition de la nouvelle CENI a été dévoilée, aucune date n'est encore fixée pour l'installation de la nouvelle équipe en charge de l'organisation des élections en Guinée. Interrogés ce lundi, la mouvance et l'opposition ont tenté d'expliquer l'évolution de la procédure. Toutefois, les deux partis politiques confirment avoir reçu la correspondance à travers laquelle ils ont déjà choisi leurs représentants respectifs. Oumar Sow pour le compte-rendu. Conformément aux dispositions de la loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les élections législatives devraient être organisées au premier mois du dernier trimestre du quinquennat des députés.
Une disposition qui semble ne pas être respectée en ce sens que la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante peine encore à être installée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Une situation qui ne laisse pas indifférents les acteurs politiques, notamment de l'opposition. Au dire de Ousmane Gawal Diallo, tout dépend de l'État qui demeure être le maître du calendrier électoral en Guinée. Je pense que la mouvance, l'opposition, la société civile ont reçu les correspondances du ministère de l'administration du territoire et la loi aussi est claire là-dessus que sur la date de publication. Cela donc est l'installation de la CENI. L'absence d'une des parties n'est pas un obstacle aujourd'hui, puisque lorsqu'on a fait la loi, nous sommes convenus que lorsque par exemple une partie n'était pas prenante, sa place lui restait réservée pendant 70 jours. Donc, nous avons le temps, pour ce qui est de l'opposition, de prendre part par la suite. Bien entendu, les décisions que la nouvelle CENI va prendre ne vont pas faire l'objet de contestation par les membres qui ne seront pas présents dans les réunions après l'installation de la commission. Donc, tout dépend du gouvernement, comme vous le savez. C'est l'État qui est en quelque sorte le maître du calendrier électoral de notre pays et il traîne volontairement les pas pour éviter au peuple de Guinée d'avoir à décider du destin de ses dirigeants. Du côté également de la mouvance présidentielle, il rassure d'avoir rempli les critères pouvant conduire à cette installation. Je sais que sous ma signature, la mouvance a déposé la liste des 7. Le reste, l'installation relève de la discrétion du ministre de l'administration du territoire et éventuellement du ministre du Conseil du président de la République en charge des institutions républicaines. Quand est-ce qu'on va installer la nouvelle CENI, j'avoue que je n'en ai aucune idée, mais ça devrait se faire cette semaine. A rappeler que 17 commissaires constitueront la nouvelle équipe de la CENI, parmi laquelle la mouvance et l'opposition disposeront chacune 7 sièges, la société civile 2 et le dernier représentant sera celui de l'administration publique. Le mandat des députés expire dans moins d'une semaine alors qu'aucune date pour l'organisation des élections législatives n'est encore fixée, une situation qui risque de plonger le pays dans une crise institutionnelle. Mais que dit la loi en pareille circonstance? Nous avons, autant pour moi, essayé d'avoir un juriste. Suivez. Le problème dans notre pays, c'est que les gens, en votant les textes de loi, ne font pas une étude d'impact des lois pour éviter des contradictions internes et externes. Et c'est ce qui est le cas présentement. Pendant que la loi 030 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale fixe le mandat à 5 ans et indique que le remplacement des députés a lieu au niveau d'une élection qui doit se tenir au premier mois du dernier trimestre de la 5e année, ce qui était au mois d'octobre 2018. Pendant ce temps, la loi électorale que je qualifie de complaisance prévoit en son article 125 que le mandat des députés prend fin à l'ouverture de la session des lois qui suit la 5e année, ce qui fait une rallonge de 3 mois. C'est anticonstitutionnel. Comment cela peut passer devant la Cour constitutionnelle des incohérences de ce type, des contradictions manifestes de ce type-là, enrobées savamment pour faire un glissement, sans que la Cour ne tire la sonnette d'alarme pour créer une conformité. Par ailleurs, Mohamed Kamara a tenté d'expliquer les conséquences que pourrait avoir ce retard dans l'organisation des élections législatives. Suivez. Donc, pendant qu'on est dans une telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit arriver qu'il y ait une continuité de l'institution. Il y a 2 choses en la matière. Faut-il laisser l'exécutif simplement légiférer ou bien aller vers une sorte de rallonge de cette assemblée jusqu'à ce qu'il y ait des élections qui soient tenues, parce que nul ne doit poser des actes qui soient de nature à créer l'impasse institutionnelle au niveau du pays. Donc on est dans ce cas de figure-là où il faut seulement émettre des hypothèses. Donc en la matière, les députés ayant pris fonction officiellement le lundi 13 janvier 2014, après leur élection le 28 septembre 2013, en principe leur mandat doit prendre fin entre le 12 et le 13 janvier 2019. Mais à date, on est à quelques jours de l'échéance fatidique. Je vois mal comment on peut actionner une élection présentement pour remplacer ces députés-là. Donc c'est un peu ça la quadrature du cercle.
Je vous le disais en titre, une journée mouvementée pour les citoyens de la ville de Conakry. Les enseignants, mécontents pour le gel de leur salaire, sont sortis ce lundi même pour manifester. Des scènes d'affrontement ont eu lieu entre les forces de l'ordre et manifestants. Cette situation a perturbé par un droit la circulation sur l'autoroute Fidel Castro. Aliou Diallo et Ibrahima Paye Camara pour le récit. 7 heures, les enseignants se regroupent peu à peu sur le flanc droit de l'aéroport. Quelque temps après, les protestateurs prennent la direction de Bessia Rond-Point. Là, les affrontements commencent. Des pneus sont brûlés, une fumée noire se dégage. Cette manifestation prend la forme d'une altercation entre les forces de l'ordre et certains élèves. Sur les lieux, jets de gaz lacrymogène, de pierres sont intervenus. À quelques mètres plus loin des affrontements, certaines familles ont payé les frais. Elles ont reçu du gaz lacrymogène, ce qui a failli causer un choc entre citoyens et forces de l'ordre. Cependant, le constat dans certaines écoles démontre la paralysie des cours. Au lycée 2 octobre par exemple, les responsables n'ont pas voulu se prononcer. Au moment où l'on quittait les lieux, les enseignants grévistes se mobilisaient pour se rendre à leurs chaises. Et il faut signaler que parmi les manifestants, 4 personnes ont été arrêtées par les forces de sécurité. Autre chose, dans ce journal, le collectif des femmes de défense des droits de l'homme a fait un communiqué ce lundi dans lequel les membres de ce collectif ont dénoncé les différentes formes de violence dont sont victimes les femmes, mais aussi ils ont apporté leur soutien à Moussa Yoro, condamné par le tribunal de première instance de Dixine. Kadietou Chérif Fofana, explication. Dénonçons le viol. Le viol est un crime. Le viol est un crime. Un coup dur pour les activistes des droits de l'homme suite à la condamnation de l'une de leurs, Moussa Yerouba, condamné pour diffamation sur la personne de Mamadou Ouri Baldé, accusé d'avoir abusé de sa nièce Diarra Diallo, qui se trouvait à la maison centrale en état de famille avancé. Alors que la Guinée peine encore à se doter d'une loi portant la protection des défenseurs des droits humains, la femme défenseur des droits humains en Guinée ont appris avec consternation la condamnation de Dame Moussa Yerouba par le tribunal de première instance de Dixine le 3 janvier dernier pour diffamation sur la personne de M. Mamadou Ouri Baldé. Condamné pour avoir sauvé une vie, condamné pour avoir aidé avec d'autres organisations à obtenir une mise en liberté provisoire pour une jeune fille en situation difficile qui disait avoir été abusée sexuellement par son oncle et père adoptif. Ce mouvement de soutien ne s'attaque pas à une décision de justice selon ces activistes. Notre devoir, c'est quoi? C'est de soutenir Moussa Yero. S'il y a eu des erreurs, elle est allée en tant qu'activiste, mais elle est journaliste. Il y a eu des petites erreurs. L'être humain fait toujours des erreurs. Donc nous allons la soutenir et nous ne serons pas intimidés. Nous allons considérer cela comme étant une façon de vouloir intimider les jeunes activistes, vouloir mettre fin au viol et violences. Donc c'est pour cette raison que nous nous sommes levés aujourd'hui et nous allons toujours nous lever avec l'engagement que nous avons pour mettre fin à toutes ces violences en République de Guinée. Au dire de la présidente, la meilleure manière de lutter contre le viol est de briser le silence. Nous l'invitons à ne pas lâcher et à redoubler encore plus d'efforts et que les gens verront. Et les gens verront par les preuves que vraiment cela ne l'a pas empêché à continuer. Par exemple, la dernière fois lorsque je parlais avec elle, elle sortait de la commune directement, elle est allée au commissariat parce qu'il y a une femme qui était battue par son mari. Elle a continué. Donc ça ne veut pas dire qu'à cause de cette condamnation qu'elle va arrêter. Et nous sommes là pour ça, pour lui conseiller d'avancer et de continuer parce qu'elle est notre exemple. Nous la suivons, nous suivons son chemin. La Guinée a enregistré rien qu'en 2018 plus de 100 cas de viol dans 2 collectifs suivis de meurtres à Mamou avec un taux de 49,7%. Sport à présent, les présidents de la Fédération africaine de football Ahmad Ahmad et de la Fédération internationale de football Association Gianni Infantino étaient en visite ce dimanche en République de Guinée. Ce court séjour a permis aux 2 présidents de visiter les installations sportives, mais aussi rencontrer le président de la République pour mettre au point l'organisation de la CAN 2023. Le président de la Confédération africaine de football, CAF, Ahmed Ahmad, est arrivé à 8 heures en provenance du Sénégal.
Dès sa descente d'avion, Ahmed est revenu sur l'objet de sa visite en Guinée. Ma visite aujourd'hui, c'est la deuxième visite, c'est pour accueillir le président de la FIFA. Vous savez qu'un président de la CAF, il est un citoyen de tous les 54 pays africains. Donc je reviens chez moi, pas ailleurs. Quelques heures plus tard, c'est au tour du président de la Fédération internationale de football association FIFA en abrégé de poser ses valises dans la capitale guinéenne. Un grand plaisir d'être ici en Guinée. C'est la première visite de l'année et ma première visite à Conakry en Guinée. Donc je suis heureux, je suis fier d'être ici en compagnie avec mon ami et mon frère Antonio, mon ami et mon frère Ahmad. Tout le monde ici, on est venu regarder un petit peu l'état des lieux du football guinéen qui est en très bonne main avec notre équipe, avec Fatma, secrétaire général, tout le monde. Et voilà, on se réjouit, je me réjouis beaucoup d'être là et de voir un petit peu comment on peut aider à faire en sorte que le football, qui est le sport roi de ce pays, progresse. La délégation a pris la route du centre technique de Nongo pour visiter ces installations. Accompagné par le comité exécutif et le ministre en charge des sports, de la culture et du patrimoine historique. Après la visite du centre, Dubreka a été la prochaine destination. Précisément, le centre sportif de Yorokogia, les présidents de la CAF et de la FIFA ont visité le gigantesque chantier entrepris par le président de la Fédération guinéenne de football. Au terme de cette visite, Gianni Infantino est revenu sur son court séjour passé en Guinée. Écoutez, on arrive à la fin de cette journée et je suis souriant, je suis heureux, je suis content. Avec notre délégation, au niveau de la FIFA, on est content pour ce qu'on a vu, on est content pour ce qu'on a pu touché, on est content des discussions qu'on a eues, on est content du travail excellent qui est fait aujourd'hui par cette nouvelle fédération, par mon frère Antonio Soare, par toute son équipe, le comité qu'on a vu aussi tout à l'heure ici. Cette question qui brûle les lèvres des observateurs du football a été clarifiée par le président de la CAF. La Guinée organisera-t-elle la CAN 2023? Pour que nous puissions préparer ces grands rendez-vous, on a fait le glissement. On a ouvert la candidature pour le 2019, que vous allez entendre dans 2 jours, qui sera le pays hôte. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est très bien, et que je remercie beaucoup, parce que nous avons toujours clamé haut et fort que le football africain ne peut se développer sans une collaboration étroite avec nos chefs d'État. Et 2 des chefs d'État aujourd'hui ont déclaré qu'ils acceptent ce glissement. Le président Paul Biya, lors de son discours à la nation, il a déjà manifesté par écrit à la CAF, mais il a déclaré publiquement lors de son discours à la nation qu'il accepte d'héberger la CAN 2021 au Cameroun. Et aujourd'hui, je suis très ravi d'entendre que le président Alpha Condé aussi a accepté pour 2025. Ce court séjour de 24 heures a permis au président de la CAF et de la FIFA de toucher les réalités du football guinéen, surtout ses infrastructures sportives. Après le report de l'organisation de la CAN 2023 à 2025, la Guinée a suffisamment le temps pour mettre en place des stades dignes de nom. Restons dans le même cadre. 1-0, c'est le score final entre les Espérances de Kalouma et le Milo FC de Cancan. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la 3e journée de championnat national de la Ligue guinéenne de football professionnel. Kadietou Chérif Fofana était sur place. La 3e journée du championnat national de Ligue 2 de football professionnel s'est jouée ce week-end sur les différents stades du pays. Au stade de la mission de Kaloum, les espérantistes de Kaloum ont réussi. Le Milo FC de Cancan relégué cette saison en Ligue 2. Après une première mi-temps nulle vierge de 0 but partout, c'est en deuxième mi-temps que les choses vont se décanter. Sur cette grossière erreur de la défense, Dada qui venait de faire son entrée en jeu marque l'unique but de la rencontre.
Sur ce score d'1-0 que l'arbitre va mettre terme à la rencontre. Franchement, on est venu dans la difficulté. Bon, depuis qu'on est venu, on n'a pas eu même 2 heures d'entraînement sur tartan. C'est avant-hier qu'on s'est entraîné sur tartan. On a eu seulement que 40 minutes seulement depuis qu'on est venu. C'est pas bien enterré sur tartan. Nous sommes des habitués parce qu'on a joué la Ligue 1 sur tartan. Ça ne dérange pas. Mais on a des jeunes joueurs parmi nous. C'est si on avait des difficultés sur tartan. C'est la première victoire. Donc on a fait 2 défaites. Comme c'est mon première expérience, donc c'est pas facile. Le championnat, ça reste beaucoup. Donc au fur et à mesure, on continue, ça progresse. Cette victoire permet aux coéquipiers de Moussa Diallo d'engranger leurs 3 premiers points du championnat. La prochaine sortie des espérantistes est prévue le mercredi prochain sur le même stade. Sur le continent, des militaires se sont emparés de la radio nationale ce lundi matin au Gabon. Ils dénoncent le message du président Ali Bongo retransmis le 31 décembre dernier depuis le Maroc où il est en convalescence après avoir subi un accident vasculaire cérébral au mois d'octobre dernier. Commentaire Mariamba. Dans le discours prononcé, le groupe de militaires dit vouloir mettre en place un Conseil national de la restauration après consultation des forces vives de la nation. Il se présente comme le mouvement patriotique des jeunes, des forces de défense et de sécurité. Ils affirment que le message à la nation d'Ali Bongo, délivré à l'occasion de la nouvelle année, a renforcé le doute sur sa capacité à assurer la fonction de président de la République. Les militaires putschistes invitent plusieurs personnalités à venir à l'Assemblée nationale. Ils indiquent pouvoir assurer la continuité de l'État et garantir au peuple gabonais une transition démocratique. Des rumeurs qui supposent un ralliement de certaines unités de l'armée à ces mutants courent dans Libreville. Selon le ministre de la Communication Guy Biltran Mapango, porte-parole du gouvernement, 4 des mutants ont été arrêtés par les unités du GIGN gabonais, dont un s'est enfui. La situation est sous contrôle et l'ordre sera complètement rétabli dans les heures qui suivent, rajoute-t-il. Et puis, cette tentative de coup d'État menée par une poignée de soldats a échoué. En République démocratique du Congo RDC, les résultats des élections du 30 décembre étaient prévus pour ce dimanche 6 janvier, mais la CENI n'annonce aucune date pour la publication des résultats provisoires. La Commission électorale nationale indépendante était réunie en plénière ce dimanche après-midi. À l'issue de cette réunion, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a indiqué que la commission n'avait centralisé qu'un peu plus de la moitié des bulletins de vote. L'actualité française de ce lundi est dominée par l'ouverture du procès du cardinal Philippe Barbarin devant le tribunal correctionnel de Lyon. Le primat de Gaulle, 68 ans, est jugé avec 5 autres ex-responsables de son diocèse pour non-dénonciation des crimes pédophiles. Ils sont accusés d'avoir couvert le père Prénat, mis en cause dans les agressions sexuelles sur des jeunes scouts à la fin des années 80 et au début des années 90. Tous encourent 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Et c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. On se quitte avec cette citation de Machiavel. Les grands hommes appellent la honte le fait de perdre et non celui de tromper pour gagner. Bonsoir.